Donc Madame la consul Laetitia Garnier, qui a pris ses fonctions au mois de fin août, voilà, et qui n'a de cesse de travailler à l'amélioration du service consulaire, très disponible, pas toujours ponctuel, mais comment, voilà, très très disponible, une consul de proximité, voilà, ça vous convient? Voilà, très bien. Patrice Caron, avocat retraité. Tu veux te présenter, Patrice, peut-être? Oui, vas-y, présente-toi. Attention, il est très lourd. Mais moi, je fais partie, oui, je suis avocat franco-danois, français et danois, mais aujourd'hui à la retraite. Et j'ai exercé entre la France et le Danemark pendant une trentaine d'années, 35 ans, oui. Et voilà, je suis maintenant à la retraite ici au Danemark, voilà, avec des revenus aussi bien français que danois. Donc, je connais un petit peu la situation aussi d'un point de vue personnel. Et par ailleurs, j'ai suivi de très près à l'époque, donc d'abord la dénonciation, au moment de la dénonciation de la Convention, donc en 2007 par le Danemark, dont on va peut-être en reparler un petit peu. Historiquement, c'est peut-être pas ça qui a beaucoup d'intérêt aujourd'hui, mais peut-être malgré tout, à l'époque, je peux peut-être le dire déjà maintenant, à l'époque, c'était en fait la question des retraites danoises, l'imposition des retraites danoises en France. Donc un problème qui, en théorie, ne concerne pas les Français, si ce n'est qu'un jour peut-être, si vous êtes ici établi au Danemark, vous rentrerez en France et donc se posera le problème. Et donc le Danemark n'a pas obtenu gain de cause à l'époque et donc ils ont pris l'arme fatale et dénoncé la Convention. Et voilà, depuis... on a rediscuté on a été pendant une quinzaine d'années sans convention et maintenant, donc l'année dernière, elle vient d'être voilà, d'être signée et il faut qu'elle soit ratifiée également, mais donc il y a un certain nombre de solutions qui sont dans la convention, voilà. Mais je crois que je vais passer la parole à Mathieu. Tu voulais te présenter peut-être? Bonjour, plutôt bonsoir, il est déjà 4 heures, il est très tard au Danemark déjà. Et donc, mon nom est Mathieu Pouletti, je suis conseiller fiscal, conseiller juridique et fiscal. Ça fait une vingtaine d'années que j'habite au Danemark, je suis spécialisé en fiscalité internationale et j'ai une clientèle aussi internationale et notamment aussi pour des Français, des problématiques, que ce soit pour des Français ou des Danois entre le Danemark et la France. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on était... Je vais faire une courte introduction sur un tout petit peu d'histoire et puis quel est le rôle, en fait, d'une convention en général pour recadrer bien le débat. Pardon. Oui, merci. Donc, ce sera juste après. Avant, peut-être, on va donner la parole à notre cher consul. Voilà. Désolé, madame. Pas de problème. Bonjour à tous, donc Laetitia Garnier, je suis arrivée il y a 4 mois au Danemark, c'est mon premier poste de consul et l'idée c'est de relancer un petit peu les activités consulaires qui ont pris un petit peu de plomb dans l'aile pendant le Covid et j'envisage éventuellement de me rendre en province, voir tout ce qui peut être fait, donc je ne sais pas si vous êtes tous de Copenhague ou si vous êtes peut-être aussi dans le reste du Danemark, mais en tout cas essayer de faire un maximum pour la communauté française. Donc je sais que la fiscalité, c'est un sujet très important. Je salue cette initiative. Je suis très heureuse de pouvoir venir y assister, même si je ne suis pas très à l'heure, mais c'est une petite habitude que j'ai malheureusement. En tout cas, voilà, je suis intéressée par les questions que vous poserez ensuite, après l'exposé, et à votre disposition ici ou plus tard, s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Voilà, très bien. Donc, alors, comme je l'avais expliqué et détaillé dans mon mail, le mail que vous avez reçu, donc il va y avoir 5 points traités, n'est-ce pas? Donc, les salaires, la retraite, ou les retraites, je mettrai peut-être un S, les revenus locatifs d'abord, revenus ensuite des capitaux mobiliers, dividendes et intérêts, et ensuite les plus-values mobilières et immobilières. Alors, juste à titre principal, comme on le sait, la France a signé plus de 100 conventions fiscales qui sont en général basées sur 2 grands modèles. Le modèle de l'OCDE pour les pays
on va dire, développées, et les vieilles conventions, les modèles qui étaient basés sur un modèle qui était émis par l'ONU. Bon, ça c'est juste à titre principal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que fiscaliste, j'ai été choqué qu'on passe d'une convention qui a été annulée. C'est très rare d'annuler une convention. Le gouvernement danois, en 2008, par son ministre des Finances Christian Jensen, a annulé de façon unilatérale une convention. C'est très rare. La France, je pense, avait rarement vu un cas d'annulation par un autre pays, en fait, d'une convention fiscale. Et c'était, comme disait Patrice, à cause qu'il y avait beaucoup de Danois en fait qui passaient leur temps dans le sud de la France et qui profitaient d'un régime fiscal intéressant sur les pensions qu'ils touchaient du Danemark, car à cause de l'ancienne convention de 1957, le Danemark n'avait pas le droit de taxer les pensions versées à des Danois nationaux résidant dans le sud de la France ou ailleurs en France, et donc ne pouvait pas prélever ce qu'on appelle une retenue à la source. Voilà. Et encore une fois, entre deux pays européens, c'était une situation vraiment bizarre, je dirais. Et heureusement, après beaucoup de pression, notamment grâce à Pascal, à Patrice, à différents articles, enfin, au passage du président Macron, je crois que ça a joué aussi. Les services de la chancellerie d'ailleurs, hein, bien sûr, l'ambassade, voilà. Et le consulat. Oui, il y a tout l'appareil a été mis en marche. Une convention a enfin été signée. Cette convention n'est pas encore en vigueur parce que la signature ne veut pas dire en vigueur. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les processus parlementaires de ratification qui sont en cours. Mais on avait entendu le député de la circonscription qui nous avait expliqué que ça devrait se faire en 2023, la ratification. Ça veut dire une mise en vigueur en 2024. Premier, parce que ça fonctionne par année civile. Donc on peut espérer, sans trop prendre de risques, que la convention sera en vigueur et donc applicable à partir du 1er janvier 2024. Oui, sauf retard dû par exemple aux élections danoises. Pour l'instant, je crois ouais. que la ratification, c'est bien le dernier souci des Danois. Oui, ça c'est vrai. Ouais. En France, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Bon, on a bon espoir, mais ouais. Le but d'une convention et de cette convention, c'est d'éviter la double imposition sur des revenus dits de source, c'est-à-dire quand vous êtes résident dans un des deux pays, on va prendre l'hypothèse du résident, donc du national français comme vous qui êtes résident au Danemark, et on dit que vous avez des revenus de source dans l'autre pays contractant la convention, c'est-à-dire la France. Et le but d'une convention, c'est de lutter contre la double imposition et de lutter contre la fraude fiscale. Et elle s'applique, cette convention, c'est très important, aux impôts directs. Tout ce qui est droit de donation, droit de succession ne sont pas couverts par cette convention. D'ailleurs, parce que j'ai des fois des clients qui me posent des questions sur des problèmes de succession entre la France et le Danemark, ça ne rentre pas dans le cadre de cette convention. Ce ne sont que les impôts directs, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, que ce soit l'impôt sur le revenu français ou l'impôt sur le revenu danois, communal, etc., et l'impôt sur les sociétés. Ce sont donc les personnes aussi physiques, c'est plutôt, je pense, ce soir le sujet, mais c'est aussi les personnes morales. Et cette convention est bienvenue, je dirais, à titre introductif, pour la communauté d'affaires danoise, comme on en avait parlé, Patrice, qui avait pas mal de soucis du fait du défaut de convention. Il y avait beaucoup de lourdeur administrative et des retenues à la source en France lorsque certaines prestations de services étaient faites par des entreprises danoises en France. Donc aussi sous la pression de la communauté économique danoise, je pense de la chambre franco-danoise de commerce, cette convention est la bienvenue. Pour les personnes physiques, on verra ce qu'il en est, quelle est la différence par rapport à la situation aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à la vieille convention, elle est bien moins bien. La convention de 57 était très favorable, car elle répartissait très simplement le droit d'imposer soit à la France, soit au Danemark. C'était beaucoup moins complexe. Il y avait même des avantages fiscaux, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, pour certains revenus. Là, on est dans une convention très classique.
presque modèle OCDE, avec un effet de loupe sur les pensions, puisque c'était la condition pour le Danemark, comme l'a très bien dit Patrice, de pouvoir permettre au Danemark de faire une retenue à la source sur les pensions versées à des nationaux danois ou des gens qui habitaient au Danemark et qui allaient en France pour leur retraite. En général, il y a deux méthodes pour éviter la double imposition. Les conventions fiscales ont deux méthodes. La méthode du crédit d'impôt, ce qui est favorisé par le Danemark, on le verra dans cette convention, ou la méthode de l'exemption. La méthode du crédit d'impôt, c'est-à-dire que sur un revenu, vous êtes résident dans un pays et le revenu est de source dans un autre pays, l'état de la source taxe, ce qu'on appelle donc un frottement fiscal dans le pays de la source. En général, ce frottement fiscal, quand on applique la méthode du crédit d'impôt, vous permet d'être utilisé, donc l'impôt à la source peut être utilisé contre votre impôt sur le revenu global dans le pays de résidence. En l'hypothèse, le Danemark, parce qu'on va rester sur une hypothèse de résident danois. Et quand je dis résident danois, ça n'a rien à voir avec la nationalité. On peut être national français et résident au Danemark. D'ailleurs, la convention prévoit aussi tous les cas de résidence, quand est-ce qu'on est résident au Danemark ou pas. Mais ça, je vais pas... Il y a aussi beaucoup de revenus qui sont couverts, mais nous allons donc suivre le plan qu'on s'était tracé sur les salaires, sur les retraites, les revenus immobiliers, fonciers, capitaux de mobilier, etc. Et un dernier point, ce que je voulais juste dire... Oui, pardon. Oui, en fait, c'était donc... une victoire pour le Danemark quand même, parce que la France, en fait, les deux autorités ont mis beaucoup de temps quand même pour signer cette convention, mais a priori, le Danemark était satisfait juste parce que, enfin, les pensions danoises pouvaient être taxées. Oui, elle l'était, mais il y avait double imposition. Voilà, exactement. Oui, les pensions danoises étaient, et pendant la période où il n'y a pas eu de convention fiscale, aussi bien les salaires de source française que les salaires de source française étaient imposés par le Danemark, mais on faisait crédit de l'impôt payé en France. Alors que pour les retraites, les gens qui percevaient des retraites danoises en France, il en existe malgré tout un certain nombre, français ou danois. Il y avait véritablement double imposition. Pour les salaires, c'était différent. Il n'y avait pas double imposition. On faisait le crédit en fait de l'impôt payé au Danemark. Ouais. Je pensais aussi plutôt à la convention de 57. Là, c'était surtout ça qui était le sujet pour le Danemark d'avoir dénoncé. Voilà, donc la partie introductive est terminée. Oui. Très bien. Donc le premier point, c'est donc les salaires. Alors pour les salaires, les deux pays, que ce soit la France ou le Danemark, ont un principe. C'est l'imposition des revenus au niveau mondial. C'est-à-dire que vos salaires soient au Danemark, que vos revenus soient au Danemark ou à l'étranger à titre principal dans le droit interne danois ou d'ailleurs dans le droit interne français fiscal, c'est l'imposition du revenu mondial. Donc on va prendre le cas, bien sûr si vous avez un salaire danois, vous êtes français, vous êtes taxé au Danemark, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est de voir les situations d'extranéité, comme on dit. Donc j'ai le cas d'un Français, par exemple, qui a un salaire et travaille à distance depuis le Danemark, et travaille en télétravail, mais ne va jamais en France, pratiquement, ou très peu. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir comme situation ? On va avoir l'employeur français qui va appliquer une retenue à la source sur le salaire, je parle de salaire privé, à l'inverse des salaires publics, qui est encore... voilà, il y a d'autres exceptions là-dessus. Mais là, on est sur un salaire privé, donc l'employeur français va faire ce qu'on appelle une retenue à la source sur le salaire en France, et l'impôt danois, ou plutôt l'administration fiscale danoise, SCAT, va imposer le salaire au Danemark, comme si vous le touchiez du Danemark. Par contre, les retenues à la source française seront utilisées pour s'imputer contre l'impôt danois. C'est ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Donc l'impôt qui sera payé en France pourra être utilisé contre l'impôt danois. Voilà, ça c'est la règle de base actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire juste
Ça veut dire que donc, vous habitez Copenhague, vous travaillez, vous avez un appartement ici à Copenhague, mais votre emploi, vous êtes par exemple dans tout ce qui est IT. J'ai plusieurs clients comme ça, et vous travaillez à distance pour une entreprise en région parisienne. L'entreprise vous verse un salaire sur votre compte français ou danois, va retenir à la source sur vos fiches de paye d'ailleurs aussi, et ça c'est un problème pour la sécurité sociale, mais là je parle que des impôts, hein, ça sera plus simple, mais va faire une retenue à la source sur votre salaire parce qu'il est versé de France, mais vous, je crois que c'est vers le... Voilà, vous dans votre déclaration, ce qu'on appelle årsgørelse au Danemark, vous allez devoir déclarer votre salaire que vous touchez de France. Pourquoi ? Parce que, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a deux notions importantes, la source et la résidence. Dès que vous êtes résident au Danemark, c'est vos revenus à titre principal, et on verra, il y a des exceptions à titre principal, vous devez déclarer vos revenus mondiaux au Danemark. Donc vous serez taxé au barème danois normal, mais par contre les impôts français pourront être défalqués de l'impôt danois. Mais à titre général, vous paierez plus, puisqu'on était d'accord de dire qu'on paie quand même plus au Danemark. Oui, enfin, voilà. de manière générale, pour un salarié français, on a vous paierez plus que si vous viviez en France. Être bien entendu, ça revient le système tel qu'il est pratiqué actuellement, donc sans convention fiscale. Vous touchez un salaire en France, mais vous êtes domicilié au Danemark et donc vous déclarez votre salaire en France et on vous fait le crédit de l'impôt que vous avez payé en France. Et c'est la même chose pour les retraites, hein. C'est exactement la même chose. Mais ça revient à dire, malgré tout, que votre salaire, qui s'il était imposé en France uniquement, serait imposé au taux français qui est largement moindre que le taux danois qui est plus élevé et surtout très progressif. C'est-à-dire au Danemark, on touche pratiquement, on paie 40% la première fois, alors qu'en France, il y a une progressivité qui est beaucoup plus... Oui, puis il y a le quotient familial qu'on n'a pas au Danemark. Oui, des choses comme ça. Alors, avant le fait qu'il n'y ait pas de convention, donc c'était les droits internes de chaque pays qui s'appliquaient de façon illimitée, je dirais. Et il y avait un problème notamment pour le détachement. Le détachement, c'est-à-dire lorsque vous êtes résident fiscal, par exemple, au Danemark, et vous allez travailler, notamment, donc je vais prendre mon hypothèse, plus de 183 jours en France, que le salaire n'est pas payé du Danemark. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des conditions cumulatives dans la Convention qui fait que vous pouvez sortir de l'imposition danoise si vous passez votre temps en France pour travailler pour un employeur en France. Ce qui ne veut pas dire, parce que le Danemark ne perd pas le Nord, le Danemark souhaite toujours que vous déclariez quand même pour vous assurer une sorte de taux progressif au Danemark sur vos autres revenus danois, ce salaire qui est exempté. Et comme le Danemark n'aime pas trop l'exemption, on avait regardé ça hier, c'est toujours un système de crédit d'impôt de toute façon qui va s'appliquer. Mais encore une fois, grâce au crédit d'impôt, on évite la double imposition. C'est juste plus lourd au niveau administratif que la méthode d'exemption. Mais malheureusement, avec le Danemark, c'est plutôt le crédit d'impôt. Voilà. Alors, mais ça, c'est un apport positif de la Convention, parce qu'avant, il n'y avait pas cette règle de 183 jours, et il y avait des cas, sans rentrer dans le détail, où il y avait des entreprises françaises qui envoyaient des salariés, alors là, pour le coup, des Français, qui étaient résidents fiscaux en France et qui venaient travailler au Danemark. Assez vite, comme il n'y avait pas ces règles précises de la Convention, ils pouvaient tomber sous le coup d'une taxation au Danemark sur la fraction de la rémunération pour le travail passé au Danemark. Donc ce n'était pas terrible ni pour les personnes en mission, ni pour les entreprises françaises. Voilà. Mais peut-être sur les salaires, ce sera peut-être intéressant de savoir, parce qu'il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse du résident danois donc, qui touche des salaires français. Et je ne sais pas si dans la salle, est-ce qu'il y a beaucoup qui sont dans ce cas de véritablement toucher des salaires français? Parce que ça c'est peut-être pas une question qui est très intéressante finalement pour lui. Nous, c'est encore compliqué parce qu'on est au lycée français. Donc, oui, alors c'est autre chose. Ouais. Alors là, on est dans la fonction publique, là, pour le coup, oui.
Il y a On la parlait d'accord. peut-être ce que tu La fonction publique, a priori, on ne doit pas en parler aujourd'hui, mais... Non, non, on ne parle pas de la fonction publique, mais oui, parce que vous n'êtes pas allé à la fin, vous n'êtes pas agent de droit local, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Vous êtes résident fisco-français, donc c'est pas le même cas. C'est pas le même cas. Là, c'est le cas véritablement du résident fiscal danois qui, en même temps que ses revenus danois, a un revenu salarial en France. Salarial ou éventuellement donc profession libérale, mais ça, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans ce cas-là aussi. Donc ça, finalement, ça ne vous concerne pas. Cette question ne vous concerne pas. Par contre, la question des salaires vous concerne dans l'autre sens. Savoir si vous, en étant résident français, hein, c'est ça si vous étiez résident français et que vous touchez un salaire de source danoise, quelle est l'imposition ? Alors après, évidemment, on ne va pas vous laisser partir sans réponse. Si vous avez la réponse à leur question, et si vous avez une question au sujet de votre situation fiscale, et si vous acceptez, bien entendu, vous allez obtenir une réponse. Donc vous pouvez poser une question si vous le souhaitez. Non, parce que d'abord, j'ai juste répondu. Est-ce que vous me demandiez s'il y en avait qui avaient des sources françaises? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Non, parce que pour l'instant, Oui. vous ne faites pas de... On déclare rien au Danemark. Voilà. Nous, on déclare rien au Danemark. Jusqu'à présent, mais donc je sais pas, peut-être qu'avec la convention, ça change. Et avec la convention, on va tomber... On tombe sur le coup, non, en fait, donc si vous êtes français, ça va. Si vous êtes franco-danois, ça va. Si vous êtes danois, dans votre situation, c'est problématique, parce qu'il faudra payer les impôts au Danemark. Et pour vous, Je crois que même si on est franco-danois, ça pose un problème. Mais si on est français... Non, ça pose pas de problème, on a regardé. j'avais vu. On a des personnes, pour une parenthèse, on a des personnes qui travaillent donc, à l'ambassade ou à l'Institut français, voilà, donc, qui sont danoises. Et donc ces personnes, a priori, sans nationalité française, sont amenées à payer leurs impôts au Danemark avec un salaire français. Donc c'est beaucoup d'impôts sur pas grand-chose. Comment dire, voilà. Et donc par contre, si la personne a la double nationalité, dont la nationalité française, les impôts seront payés en France. Exactement. C'est l'article 17 de la nouvelle convention. Donc effectivement, c'est traité. Voilà, alors est-ce que Patrice, tu avais terminé sur... Oui, non, alors, non, parce que l'autre hypothèse, mais elle ne vous intéresse peut-être pas tellement, c'est celle de résidents français qui ont un salaire de source danoise. Actuellement, donc, en l'absence de convention, la France, par un texte interne qui a été d'instruction, voilà, qui a été prise, fait le crédit d'impôt en fait et applique exactement la même méthode que le Danemark. Donc, on peut avoir un crédit d'impôt si vous êtes résident fiscal français et que vous avez des revenus de source danoise, on vous fait le crédit d'impôt de ce que vous avez payé en France. Mais pas si c'est une pension, attention. Si c'est une retraite, on ne fait pas le crédit d'impôt. La France ne fait pas de crédit d'impôt. C'est véritablement le seul cas de double imposition actuellement en l'absence de convention fiscale. Et avec la convention fiscale. Mais ça, on va parler peut-être après dans la... Pour les retraites, on en Pour les parlera. retraites. On va en parler. Juste sur la partie salaire. Le salaire, que vous évoquez sur la partie salaire, vous ne l'avez pas. Comment ça se passe alors pour un résident français qui a le revenu au Danemark? Pour un résident français qui a un revenu au Danemark, il fait sa déclaration française et on lui accordera un crédit d'impôt correspondant à l'impôt qu'il a payé au Danemark, mais bien entendu équivalent au maximum à l'impôt français. Voilà. Puisqu'il sera... Oui, non, on ne va pas lui rendre l'argent. L'État ne rend pas l'argent. Dans la Convention, ils disent que le crédit d'impôt ne peut pas être supérieur à l'impôt qu'il aurait payé en France. Oui, ça, c'est le cas actuellement. Après, donc ce qui va se passer après, c'est autre chose. Dans l'article contre les doubles impositions, la France... Oui, en fait, donc dans la nouvelle convention, en fait, on applique en pratique pratiquement le même système. L'article 22, il y aura des petites différences au point de vue technique, mais ce sera la même chose. Mais pas pour les retraites, c'est autre chose. Les retraites, c'est autre chose. Le détachement, oui. Mais il y a 3 conditions qui sont cumulatives, ce qu'on a vu.
En parlant de détachement, dans l'ancienne convention, celle de 57, le détachement était de 12 mois, ce qui est beaucoup plus favorable que les 183 jours, les 6 mois de la convention modèle. En fait, c'est le texte de la nouvelle convention ne fait que reprendre celui de la convention modèle. En fait, c'est ça. Hein. Donc là. Je crois que certaines entreprises, parce qu'il y a pas mal d'entreprises françaises qui ont de gros problèmes sur les gros chantiers, donc qui sont présents sur les gros chantiers, qui veulent envoyer des personnels en mission, et donc de courte durée, 3 mois ou 4 mois ou 5 mois ou 6 mois. Et en fait, avant, sous l'ancienne convention, on pouvait 12 mois. Maintenant, en absence de convention, on risque en fait d'être imposé au premier jour, mais ça dépend une fois de plus des situations concrètes. Et dans la nouvelle convention, donc on va avoir la règle classique du détachement temporaire de 183 jours. Si vous êtes détaché de plus de 183 jours, il y a aussi un texte dans le droit interne danois fiscal qui permet, surtout s'il y a un établissement stable, faut revoir. Si par exemple l'entreprise danoise, on l'enregistre en France comme employeur, ou qu'on crée un établissement stable qui peut être un petit bureau, là il n'y aura plus de retenue à la source. Au Danemark, ça sera que 100%. Mais il faut qu'il y ait un enregistrement de la société danoise en France. Tu n'es pas d'accord, Patrice ? Ouais. Pour le détachement, donc, vous êtes prêts ? Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant, donc là on part sur l'hypothèse vous êtes résident au Danemark, okay, reçoit au titre d'un emploi salarié danois, mais exercé dans l'autre État contractant, donc là si vous allez travailler en France pour le compte d'une société danoise, ne sont imposables que dans le premier État, c'est-à-dire on va raisonner par contrario, c'est-à-dire ne sont imposables qu'au Danemark si le bénéficiaire séjourne dans l'autre État, la France, pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours. Premier critère. Donc, critère des 183 jours. Donc, si plus, ça, c'est plutôt pour vous tomber dans le régime fiscal français. Voilà. B, donc c'est des critères cumulatifs. B, les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État. Et C, la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État. Donc suivez là ? C'est le Danemark qui continue de vous payer, voilà, mais que maximum 183 jours. Et en même temps, votre salaire qui est payé par le Danemark n'est pas refacturé à un établissement stable qui serait en France. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est les 3 conditions. Vous avez les critères internes dans chaque droit. Ouais. Et vous avez les critères. C'est l'article 4 de la Convention. Pardon. Ouais. Et si vous ne répondez pas au premier critère, le but, c'est de tomber au deuxième critère. Et le 4e critère, c'est la nationalité. Pour vous montrer, c'est un système d'entonnoir comme ça. Alors, par exemple, le premier critère, une personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose... Voilà. Et après, on dit si c'est dans les 2 États, si elle a 2 foyers dans chaque État, on utilise l'autre critère. Alors, je vais rester sur le premier critère du foyer d'habitation permanent. C'est en gros où vous avez vos centres d'intérêt vitaux, votre famille. Par exemple, si vous avez la famille qui vit à Copenhague et que vous baladez dans le monde entier, vous restez résident fiscal au Danemark parce que les enfants sont rattachés à une école, vous votez. Il y a plein de critères qui rentrent dans... Là, on est dans le droit interne de chaque pays, mais si vous avez votre habitation principale dans un des 2 pays et que votre assurance est payée dans ce pays, que vous votez dans ce pays, que vos enfants vont à l'école, vous êtes résident. Ça, c'est le critère A. Si vous êtes divorcé, que vous avez un enfant d'un premier mariage en France et des centres d'intérêt vitaux au Danemark, on tombe sous le critère B. C'est l'État où cette personne est considérée où elle séjourne de façon habituelle. Donc là, on tombe dans le temps passé.
Là, il faut prendre chaque billet d'avion, expliquer à chaque administration que je passe, par exemple, plus de 6 mois au Danemark pour démontrer que je suis résident fiscal au Danemark, ou l'inverse pour la France. Si ça ne suffit pas, si cette personne séjourne de façon habituelle dans les 2 États, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, c'est le cas des personnes qui sont tout le temps en vadrouille, comme on dirait, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité. Donc la notion de nationalité peut être un critère final pour déterminer la résidence. Et voilà. Et si elle possède la nationalité des 2 États, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'entre eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. Non, elle ne sera pas rétroactive. Elle sera applicable à compter du 1er janvier 2024. De l'année où elle sera signée. Elle a été signée. Elle a été signée, mais il y a la ratification. Et après, donc c'est le 1er janvier de l'année qui suit. Donc si elle est ratifiée cette année, elle sera donc applicable au 1er janvier 2024.